Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture, c'est Wayne. Installez-vous tranquillement, aujourd'hui on repart voilà, pour ma petite palle de ces dernières semaines. On va voir un peu tout ce que j'ai lu, on va débriefer tout ça. Juste pour cet épisode là, je vais procéder par ordre de préférence. Je vais commencer par le truc que j'ai le moins aimé, et on va aller vers le truc que j'ai le plus aimé, c'est histoire de garder le meilleur pour la fin. Et sans plus tarder, on va commencer par Batman Last Night on Earth. Ça c'est le dernier bébé de Scott Snyder et de Greg Capullo, le dynamic duo on peut dire de DC ces dernières années. Ils nous ont fait la cour des hiboux, voilà, je ne refais pas tout l'historique, je vous en parle à chaque fois. Pourquoi je le mets en premier? Donc ça veut dire que c'est le truc que j'ai le moins aimé. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, c'est un très bon truc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Le truc c'est que je peine à voir comment ça s'inclut dans l'univers d'ici. En fait, j'ai l'impression qu'ils nous pondent plein d'histoires comme ça, histoire de nous remplir un peu, de nous faire acheter du Batman tous les mois, quoi. Et je me dis, quel intérêt? Quel est le but de l'histoire? Parce qu'on nous raconte une histoire qui se passe dans le futur. Mais là, comme ça, on n'a pas spécialement d'intérêt à le lire, en fait. Je me dis, est-ce que ça va servir un truc plus tard? Au niveau de l'histoire, donc on a Bruce Wayne qui se réveille, donc qui est interné à l'asile d'Arkham. Et bah, il se demande pourquoi, en fait, il comprend pas. Et on nous explique que, globalement, Batman est une invention de son esprit. C'est lui qui a inventé un peu tout ça dans sa tête. Et que, en fait, Batman n'a jamais vraiment existé. Tous les méchants qu'il a, qu'on connaît, le Riddler, Poison Ivy, tout ça, ce sont des aides-soignants, ce sont que des gens qui travaillent à l'asile. Voilà, on le voit sur cette planche ici. Ce sont que des gens qui travaillent à l'asile. Et en fait, voilà, on nous dit que c'est une histoire dans sa tête. Donc on commence, on a un peu mindfuck, quoi. Et en fait, on va suivre, il va se retrouver... voilà, on passe d'une page à l'autre, comme ça, là-dessus. Et en fait, il va se retrouver dans le désert, dans un espèce de désert. Il va se déterrer. Et voilà, on va suivre un peu l'histoire, avec notamment ce Joker... on comprend rien à ce qui se passe, quoi. Aucune idée de... Je sais pas. C'est un récit post-apo, hein. C'est totalement ça. Il se retrouve en guerre contre des gens qui sont manipulés par les anneaux des Green Lantern. Après, il va rencontrer Wonder Woman avec un design un peu revisité, qui n'a pas fait l'unanimité à l'époque. Et voilà, globalement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais pourquoi? En fait, je comprends pas le but de ça. C'est un récit complet. Est-ce que ça a un réel intérêt? Enfin... je suis souvent perdu en ce moment avec ce que DC sort parce que je trouve que ça sert à rien en fait. Juste tu lis le truc, t'es en mode bah ouais, bah j'ai lu une histoire sur Batman, quoi, c'est tout. Voilà, t'as rien de plus après. Ils servent plus de grandes causes ou de grands dessins comme ils faisaient à l'époque. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'était pas mal. C'est encore un what if du futur de DC, de Gotham, voilà. On a 50 000 futurs en ce moment, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, de faire la part des choses, voilà. Ce qui est cool, c'est le niveau de dessin. Greg Capullo, pour le coup, là, il s'éclate. On l'a vu sur des trucs pas très heureux ces derniers temps. Mais là, franchement, on sent qu'en fait, il est à l'aise. On lui a donné des libertés. Il a dit, frérot, tu fais des trucs psychédéliques, tu fais ce que tu veux. Là, on a un Swamp Thing qui fait 20 mètres de haut. Enfin, c'est un peu, voilà. Il est parti dans ses délires. Et pour le coup, ça marche. Encore une fois, on réintroduit un nouveau Batman qui s'appelle... comment il s'appelle ce con? Ah bah Omega, j'étais pas sûr. Je pensais pas que c'était ça du tout. Bah, il s'appelle Omega, donc c'est ce Batman un peu en noir et rouge, en espèce de combi là. Pour le coup, il est pas mal. Enfin, il est badass, mais le truc c'est qu'on en voit très peu de lui au final. En fait, c'est le problème des récits courts et des récits complets en un tome, c'est que on te construit un vilain comme... C'est le giga boss. Et le héros, il arrive, il le termine en un coup, enfin, il le termine en 10 pages, quoi. Je suis très perplexe là-dessus, c'est un bon truc, je veux dire. Je sais pas si je donnerais ça à un débutant, parce que il se passe trop de choses par rapport à une chronologie, tu vois. C'est un peu compliqué, mais pour le coup, ça va. J'ai passé un bon moment, c'est pas le meilleur truc de Batman, mais ça va. Faut surtout le prendre, je pense, dans le sens où il y a des trucs un peu drôles dedans, enfin, il y a des concepts, encore comme on peut le voir dans Batman Metal, ou comme ça va être amené dans le prochain Batman Death Metal. Il y a des concepts un peu drôles, bah, le Joker en lanterne, les Green Lantern, enfin les gens possédés par les anneaux de Green Lantern, le Swamp Thing, voilà. Il y a encore plein de trucs, je vous en parle pas. Alors si pour le coup j'ai bien aimé la cape du Spectre qui sert de portail. Alors en gros ils ont récupéré, enfin la cape a gardé la magie et ils s'en servent après, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. Ça introduit des notions dans l'univers d'ici, mais je pense pas que ce soit un truc qu'on retienne comme un classique, quoi. Ensuite on enchaîne avec le tome 4 de Lock and Key. Pour le coup il était un peu obligé de passer en deuxième. Parce que ce qui passe ensuite c'est du très lourd, mais pour moi c'est le moins bon tome et je vous en parlais. Globalement je le décompose en deux parties ce tome, parce qu'il y a la première moitié du tome
il y a des sous-textes très très forts. Enfin, c'est même pas du sous-texte, c'est totalement assumé, mais en fait, il parle beaucoup de tolérance sur la couleur de peau, sur les personnes de couleur noire et tout. Bon, ça a encore plus de sens avec ce qui se passe en ce moment, mais ça date pas du tout de maintenant. Pourquoi ils en parlent? Parce que dans le comics, ils trouvent un genre de clé miroir qui permet de changer de couleur de peau. Et ils s'en sont servis parce qu'ils avaient besoin de ne pas se faire repérer au cas où ils croisaient des gens. Et du coup, ils sont passés de couleur blanche à de couleur noire. Et ils se sont fait choper en étant des noirs. Et pendant, je pense, facile 20 pages, et c'est ultra long, vraiment. Ça ajoute du dialogue pour rien. Ils parlent de tolérance sur les couleurs, machin, et... Je sais pourquoi ils font ça, enfin... On perd tellement de temps, et surtout, ça n'a aucun rapport avec l'histoire de base, quoi. On part pour une histoire de mystère, on recherche les clés, on essaie d'appréhender les pouvoirs qu'elles ont, et là, on passe 20 minutes sur des questions de tolérance, de couleur de peau. Certes, les comics, c'est un média comme un autre pour véhiculer des idées politiques, encore plus des auteurs, mais là, pour le coup... Mais passé la première moitié, on retombe sur l'histoire pour laquelle on lit le texte en fait. Et pour le coup, alors c'est pas le meilleur tome parce qu'on n'avance pas plus que ça dans l'histoire, à part à la fin, il y a un énorme cliffhanger. Mais juste, en fait, on découvre beaucoup de clés encore. Mais là, pour le coup, elles sont exploitées. Donc là, on doit être à plus d'une dizaine de clés faciles. Mais c'est-à-dire que toutes les clés qu'on trouve, il montre ce qu'elles font genre en une case. Par exemple, là, pour cette page-là, et ben la case du haut, on parle de la clé des géants, et voilà, c'est tout. Il n'y en a pas plus. Pareil pour plein d'autres clés, il y a une clé qui donne des ailes, là il se passe plein de choses, bah elle est là. Et en 2 pages, ils expliquent toutes les clés. Donc ils expédient un peu ça, j'espère qu'ils vont s'en servir plus tard, parce qu'au final, genre pourquoi nous les présenter? Dans ce tome, il y a un personnage qui devient vraiment central, c'est le personnage de Rufus, donc qui est un enfant handicapé, et qui parle toujours en tant que soldat. En fait, quand il s'adresse aux autres, il demande des permissions, voilà, il parle comme s'il était soldat. Et il devient vraiment un élément central de l'histoire là. Il aide, putain, comment il s'appelle ce con? Sam Lesser, donc qui est mort dans le manoir et qui est piégé en tant que fantôme autour. Il l'aide à un peu contrer Dodge, parce que c'est lui qui fout la merde dans toute l'histoire depuis le début. Et voilà, c'est un tome très bizarre parce qu'au final, on n'en apprend pas tant que ça, mais on déroule l'histoire encore une fois pour, j'espère, amener un final sur le tome 5 et 6. Je vous en parle pas parce que ça vous spoilerait totalement l'histoire. Lisez si ça vous intéresse parce que c'est plutôt cool, même si ce tome est, je suis très mitigé. En tout cas, sur le début, c'est très bizarre et vraiment, c'est sur la fin du tome que ça se déroule. Les dessins sont toujours top, Gabriel Rodriguez fait le taf. Dans ce tome, il y a vraiment les 3 quarts qui sont pas superflus parce que c'est l'histoire. Ils ont incorporé beaucoup d'idées dedans. Des idées politiques, enfin c'est pas politique, je veux dire c'est des idées de vie, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font là? On n'a jamais eu ce genre de truc dans les 3 premiers tomes et pourtant ils auraient pu. Mais là, vraiment c'est 20 pages quoi, et c'est très long, très long. Donc voilà, tome 4 plutôt mitigé, j'ai hâte de lire le 5 et 6 pour terminer la série, et puis comme ça on fera un débrief total sur la série au final, voir si elle est si bonne que ça, et pour le moment c'est un gros oui. Ensuite on va enchaîner sur un truc pour lequel j'ai pris un réel plaisir, et je commence à comprendre, à me souvenir surtout pourquoi ça a ce statut là, les numéros 5 et 6 de Watchmen. J'ai repris Watchmen dans cette édition là parce que je la trouve extrêmement stylée, elle a les éditions cover, là je suis à la moitié, j'en ai plus que 6 à prendre, sachant qu'elles sont toutes sorties. Il y en a 12. Et pour moi ce stade, sachant que j'ai lu Watchmen il y a très longtemps et que j'ai oublié la moitié, c'est vraiment sur ces numéros là qu'on comprend pourquoi Watchmen a ce statut de comics, enfin pourquoi il est sur le panthéon des comics en fait. Faut savoir que Watchmen c'est un comics qui à l'époque vraiment servi le... C'est le genre de comics qu'il faut replacer dans son contexte en fait. Et c'est sorti dans les années 80 où il se passait beaucoup de choses, voilà, la guerre froide, il y avait beaucoup de discours politiques à l'époque, et c'est vraiment... En fait on comprend que c'est beaucoup plus qu'un récit de super-héros, c'est un récit sur la société, sur la vie en fait. Il y a une association qui est faite qui est super cool, avec déjà toutes les pensées de Rorschach qui illustrent un peu sa pensée un peu déviante, enfin pas déviante, mais voilà, il prend pas de gants quoi, il dit clairement les choses. Et moi ce qui m'a vraiment pas choqué mais impressionné, c'est de voir à quel point, un peu comme dans Lock and Key juste avant, mais là c'était très maladroit je trouve, à quel point on peut utiliser le média, le support du comics pour traduire une période, et pas seulement des histoires, voilà, on n'est pas dans du pur histoire de super-héros pour moi en tout cas. Là c'est vraiment, tu vois la panique et la frustration qu'il y avait à l'époque par rapport au risque de guerre, et de voir comment c'est utilisé dans le comics, c'est saisissant en fait. Tous les personnages ne parlent que de ça. Alan Moore vraiment il a fait de Watchmen plus qu'un comics de super-héros.
Et on a fait bah, c'est comme je dis, un comics de vie, un comics de... Pas de politique, c'est pas un comics de politique, mais on fait passer le comics un niveau dessus en fait. Ça fait partie de ces grands auteurs comme Frank Miller à l'époque, qu'on fait passer le comics à un autre stade, qu'on est passé de mecs en collant qui combattent des voleurs à des trucs plus grands qui servent une morale ou qui servent une ambiance et une période. Et là, on illustre totalement la période de l'époque. Et ça montre à quel point, déjà, si vous n'avez pas lu Watchmen, lisez-le, c'est époustouflant. Et au-delà de l'histoire même, je veux dire, le découpage de la narration, enfin, le mec avait 10 ans d'avance sur tout le monde, quoi. C'est peut-être, j'imagine que c'est de ça dont tout le monde s'est inspiré, parce que on te déroule pas une histoire chronologique, en fait. Il y a des moments où t'es un peu mindfuck parce que t'as des retours en arrière et tu le sais pas, ils te le disent pas. Et c'est du tout bon, c'est vraiment bon. J'ai pas les mots pour expliquer en fait, c'est ultra compliqué de traduire la lecture de Watchmen. Vraiment sautez le pas si vous avez jamais osé. Que ce soit en termes de psychologie des personnages, à quel point ils sont tourmentés, mais qu'ils utilisent ces tourments à la fois dans l'histoire pour faire avancer l'intrigue principale, mais en même temps ça sert de catalyseur et de support pour exploiter le contexte dans lequel c'est mis, sachant que c'était un vrai contexte qui a été vécu à l'époque par des vraies personnes. Ça fait un truc, hein. J'ai particulièrement aimé le 6ème numéro où on développe Rorschach parce qu'il s'est fait choper par les flics. Et c'est là qu'on voit à quel point Alan Moore a pu construire une psychologie pour ses personnages. Parce que le mec est tourmenté as fuck. Ça pareil, je vais courser pour acheter les prochains. Il faut que j'ai la suite, il faut que j'ai la fin, je me rappelle plus. Mais ça m'a vraiment chauffé pour le finir. Je vous ai gardé le plus lourd pour la fin, le plus lourd dans les deux sens. Parce que on va parler de 2 gros pavés, de 2 intégrales de Shirvan. On va commencer avec la première qui est l'intégrale d'American Vampire. Ça m'a rappelé à l'ordre quand je l'ai soulevé, le truc est énorme, ça fait 448 pages, il est ultra lourd, vous voyez c'est ultra épais. Ça c'est un truc que j'ai adoré, je vous en avais parlé dans la vidéo achat de juin je crois. Et le truc j'ai dévoré quasiment aussitôt et j'ai mis 3 jours à le lire. J'ai passé un super bon moment, c'était génial. Alors, American Vampire c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où? Quand? Dans cette intégrale on trouve 2 séries. On trouve American Vampire et on trouve American Vampire Anthology. La série American Vampire, donc c'est la série régulière qui est sortie en premier. On va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Skinner Sweet, donc qui est un cow-boy en fait. Et le but de ça, c'est de montrer comment les vampires, donc c'est une légende européenne les vampires à l'origine, comment les vampires, le concept de vampire est arrivé aux États-Unis et comment les vampires se sont mêlés à la population américaine et comment on en est venu à avoir des vampires américains. American Vampire. Et pour accompagner cette série, on a American Vampire Anthology, qui sont en fait, c'est des recueils, en fait, c'est plein de toutes petites histoires qui sont entremêlées entre les épisodes de la série normale, pour respecter une chronologie, parce que je vous avais montré la première page, je crois, à l'époque, où on décompose, donc vous voyez, le volume 1, c'est de 1588 à 1925, et en fait, dans les premières pages, on nous explique, voilà, c'est là, on a une chronologie. Et ce qui est cool, c'est qu'on va voir à la fois le point de vue donc, des personnages de la série régulière, de voir comment les vampires se sont mêlés à eux, et en même temps on va voir de comment les vampires se sont mêlés à d'autres personnes, et au final ça fait un espèce de tout de comment ils ont réussi à conquérir toute l'Amérique, et pas juste un endroit spécifique ou 2 endroits si le personnage principal voyage, comment ils ont conquéri vraiment tout le pays. Pas vraiment conquérir, mais comment ils se sont répandus plutôt, c'est plus juste. Ce qui est super cool, c'est que la série régulière, elle est scénarisée par Scott Snyder et Stephen King, rien que ça. C'est dessiné par Raphaël Albuquerque, donc les dessins sont vraiment très bons. Ça rappelle un peu les BD franco-belges, genre il y a une BD c'est pas les tuniques bleues je crois. Dans l'ambiance, ça m'a un peu rappelé ça. Pour la série Anthologie, il y a plein de dessinateurs qui se sont succédés. Il y a des trucs très psychédéliques, il y a des dessins vraiment très particuliers. Et il y en a que j'ai vraiment peiné à accrocher, même si les histoires sont courtes, donc au final ça va. Et je vous montre par exemple ça, j'ai même plus quel auteur c'est. Mais voilà, c'est le mec a juste jeté son pot de peinture sur la feuille, c'est... Faut accrocher quoi. Mais après c'est ponctué par des dessins plutôt lisses et plutôt propres comme ça, donc c'est vraiment cool. Ce que j'ai vraiment aimé avec ça, c'est qu'on n'est pas juste resté dans le comment les vampires sont arrivés d'Europe en Amérique. Parce que ça aurait été beaucoup trop simple. Ils ont introduit vraiment le concept de les vampires européens et les vampires américains sont différents. T'as une mutation dans les gènes qui fait que les vampires américains sont résistants à certains trucs et européens pas d'autres, et inversement. Et du coup, de voir la guerre un peu entre les deux et de comment ils vont survivre, chacun l'un face à l'autre, parce qu'ils sont un peu répandus, pas par erreur, mais indépendamment de leur volonté, on va dire, les Européens ils sont limite fait déborder. Et ouais, j'ai pris un réel plaisir à le lire.
C'est vraiment très épais, mais pour le coup, bah, je vous dis, les intégrales à 28 €, c'est beaucoup plus worth de prendre ça, sachant qu'on a les épisodes d'anthologie. La prochaine intégrale, en plus, elle est planifiée pendant pas très longtemps, donc je la prendrai direct. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était très épais, mais au final, il y a vraiment beaucoup de bonus, donc ça enlève un peu d'épaisseur. Il y a tout ça de bonus. C'est pas des histoires, ça, c'est que des croquis, des explications. Voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y a des commentaires de pages. Donc, si vous voulez commencer la série, achetez ça. Achetez pas les tomes normaux, ça sert plus à rien. Moi j'ai adoré l'histoire, on est plongé dans le Far West américain et on passe les époques, on passe de 1588 à 1925, donc on évolue avec le personnage qui lui, il vieillit pas, il traverse les âges, et on le retrouve à différents endroits, et ensuite on va terminer par le Green Lantern mensuel, hein, l'intégrale numéro 3, classique. Donc j'étais très content de le lire, et surtout j'étais très pressé, parce que c'était enfin là qu'on rencontrait les Red Lanterns, qui sont mes lanternes préférées parmi... tout le spectre, le spectre émotionnel en fait, il se puise là-dedans. Parmi tout le spectre émotionnel qu'il y a avec les Green Lanterns, les Star Sapphire, les Blue Indigo, voilà. Les Red Lanterns, c'est vraiment mes préférés, ils sont beaucoup trop stylés. Alors, que dire, c'est toujours scénarisé par Jeff Jones. Pour le coup, il y a beaucoup de dessinateurs, si vous regardez sur les premières pages au début où on montre qu'il y a... Il y en a vraiment pas mal, il y a Ivan Reis, donc ça va. Dans cette intégrale, il se passe beaucoup de trucs. En tout cas, je trouve que c'est vraiment ici que la mission qu'ils ont depuis le début, en tout cas Jeff Jones a, de développer l'univers des Green Lanterns en ajoutant plein de nouveaux personnages, en ajoutant plein de nouveaux corps de lanternes, c'est vraiment là que ça prend forme. Globalement, c'est découpé en 4. Le premier truc, c'est les origines secrètes, où en fait on va réinventer les origines de Green Lantern. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on adapte certains aspects des origines, on les adapte, ou en tout cas on change, on va ajouter un truc qui ne se voyait pas d'abord pour servir l'histoire principale. Ensuite, on a un deuxième event qui est un peu plus mineur, qui est l'event des Alpha Lanternes, où globalement les gardiens font un upgrade de certains lanternes. Ils sont modifiés par les gardiens, et ça devient un mix entre des lanternes et des trackers. Donc les Manhunters qui étaient les prédécesseurs des lanternes, qui étaient des robots un peu sans émotion. Ensuite, on arrive dans le gros du gros, avec d'abord l'événement sur les Red Lanterns, donc la rage des Red Lanterns. Et on voit la création des Red Lanterns, la naissance du corps, grâce à Atrocitus. Voilà, on voit Atrocitus avec la lanterne et qui fait naître le corps. Et en fait, le principe des Red Lanterns, c'est que chaque lanterne est gouvernée par une émotion du spectre émotionnel de l'univers. Donc les Green Lanterns, c'est la volonté, le corps de Sinestro, donc c'est les Yellow Lanterns, c'est la peur. Et là, pour les Red Lanterns, c'est la rage. Et en fait, ils vont chercher les personnes qui sont le plus en colère, qui ont la rage la plus profonde en eux. Et puis ensuite, évidemment, les Green Lanterns se lancent dans une guerre contre les Red Lanterns. Et voilà, c'est la guerre des corps, globalement. Et ça va amener sur un 4e event, qui est l'event Agent Orange. Agent Orange, c'est un truc que j'avais lu à l'époque, donc dans ce TPB-là, en VO. Un peu déçu qu'ils aient pas repris cette cover au tout début. Là, ils ont repris la cover classique, qui est celle-ci. Mais je trouve que celle avec Al Jordan est beaucoup plus stylée. On fait connaissance avec l'Agent Orange, qui est un alien qui s'appelle Larfleeze, qui est en fait le possesseur de la seule batterie orange qui existe, qui est, on sait pas vraiment dit clairement, mais en gros elle est alimentée par l'avidité, je crois la cupidité ou l'avidité, un truc comme ça. Et en gros son personnage c'est de vouloir absolument tout posséder, d'être égoïste. Et voilà, ça va enchaîner ensuite sur l'intégrale 4, ouais, l'intégrale 4 où on aura l'event Blackest Night, et on va un peu résoudre, à la fin il y a un petit twist avec Larfleeze, on résoudra ce twist j'espère, et surtout c'est un event Blackest Night qui a remodelé avant l'époque des New 52, qui a remodelé un peu l'univers. Et ça a donné ensuite lieu à un autre event qui s'appelle Brightest Day. Jeff Jones a fait un taf de ouf dessus. Vraiment, il a tellement réinventé le personnage, c'est fou. Ça, c'est le truc que j'ai vraiment le plus kiffé à lire. Les deux derniers events sont totalement fous. Peut-être que donc les origines secrètes sont bien aussi, mais les Alpha Lanternes, on pouvait peut-être s'en dispenser, ou peut-être en un seul épisode. Je pense pas que c'est un grand intérêt, ou peut-être que j'ai oublié quelques trucs, mais il me semble pas. Je crois que ça sert juste une idée où on retrouve quasiment dans tous les épisodes. C'est que les gardiens ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Il y a un peu tout le temps de la magouille derrière tout ce qu'ils font, et ils se veulent comme les gardiens de l'univers, et au final ils sont peut-être pas aussi bons que ce qu'on croit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez fini votre palle, parce que le mois de juillet s'annonce, il faut faire des réserves, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. En tout cas, je te remercie si tu m'as laissé un petit pouce bleu, si tu t'es abonné, ça me fait vraiment plaisir. Donc je te dis à plus, et puis à la prochaine.